Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être avec nous cet après-midi. Mon nom est Danielle Jocelyne Autou, stratège en impact et innovation sociale, et je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui et d'ouvrir les cérémonies et célébrations officielles du mois de l'Histoire des Noirs, en partenariat avec la Banque TD, Never Was Average, TD et l'organisation du mois de l'Histoire des Noirs. Avant toute chose, j'aimerais prendre le temps de reconnaître les territoires non cédés sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, de Tiohtià:ke. While Black History Month is dedicated to acknowledging the contributions of Black folks across time, I think that it's important for us, as we think about liberation, to also consider not only the colonial history of this country, but of the perpetuated suffering of the owners of this land. And so I invite you, Black folks, and whomever all is watching, to think about, as we have these conversations, but also over the next couple of weeks and way beyond that, how you are contributing to this land, how this land has contributed to the conversation around liberation, and above all, the people whose backs we are all standing on today. Je vais par la suite prendre le temps de remercier nos sponsors officiels, en commençant par la Banque TD, qui continue à investir dans nos communautés et dans nos initiatives. Merci. Merci au Centre Phi qui nous ouvre leurs portes chaleureusement pour la deuxième année consécutive et nous donne accès à leurs locaux, à leurs ressources, à leurs employés. Merci. Merci à Never Was Average, au mois de l'Histoire des Noirs, aux organisateurs de cette initiative pour leur temps, leur patience, leur créativité, leur confiance. Et merci aussi aux panélistes avec qui je vais partager l'espace aujourd'hui, aux organisateurs de la communauté et aux leaders de la communauté, qu'ils soient dans le spotlight ou dans les ombres. Merci. Before we get started, I'm going to start by a little disclaimer that while this is a conversation around wellness and we will be addressing certain topics around mental health and support, we are not by any means experts. We do have someone with a professional background that can provide a little bit more context, but if you at any point feel that you need to seek professional help, please do so. These are personal experiences that will speak to the collective for the most part because of our intersectional traditions, but Blackness is not a monolith. And it's important for us to remember that. We all have very different collective, traditional, cultural, personal experiences that don't make any of us any less Black. Je vais maintenant commencer par introduire nos invités avec qui j'ai l'honneur de partager les 55 prochaines minutes. 3 piliers de la communauté, 3 maintenant amis, un ami super proche, donc je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons, je vais lire leur profil très extensif par peur de faire une erreur. En commençant par Doro Saïz, millennial papa et entrepreneur, stratège en communication, concepteur événementiel, artiste audiovisuel, consultant en marketing. Les casquettes sont multiples lorsqu'on parle de Doro Saïz, entrepreneur béninois dont la sphère d'influence se situe à cheval entre l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Par la suite, nous avons Michaëlle Obas-Romain, détentrice d'un doctorat en psychologie clinique. Elle a travaillé dans divers milieux, cliniques privées, hôpitaux, écoles, entreprises, organismes non gouvernementaux et organismes communautaires. Intéressée dès son jeune âge par le bien-être et la santé émotionnelle des gens et dans un souci de justice sociale, elle a fait le choix durant ces dernières années d'évoluer dans un milieu communautaire comme coordonnatrice et intervenante de programmes liés aux besoins et autres de tous les membres de la famille. Et dernièrement, nous avons avec nous Jerry Dorville, podcasteur, créateur du podcast Histoire de père, papa d'un garçon de 10 ans, passionné par le fait d'aider les gens, professionnel de l'expérience client, avec plus de 15 ans d'expérience dans divers domaines, qui va nous parler aujourd'hui de démystifier certains tabous autour de la paternité. Merci à tous et à toutes d'être ici. C'est un honneur pour moi, comme j'ai dit. L'honneur est partagé. L'honneur est partagé. Oui. Alors, la façon dont j'ai structuré la conversation, c'est vraiment de nous
amener, de traverser les différents cycles développementaux et de voir à chaque niveau comment nous pouvons améliorer nos pratiques de bien-être en famille, d'adresser certaines barrières, mais aussi les choses qu'on fait bien entre la communauté noire fait très bien. Donc, on va commencer par l'enfance, l'adolescence, et ensuite, nous allons aller à la phase adulte et parentale. La première question, avant d'entrer dans le vif du sujet, que j'aime poser aux participants avec qui je travaille, est: est-ce que vous pouvez partager avec nous le contexte de votre enfance? Donc, lorsque je parle de contexte, je parle vraiment de contexte culturel, émotionnel, spirituel, éducationnel. How did you grow up? Where did you grow up? And not when. Not when. You can keep the when. Je commence? Oui, vas-y donc. Alors moi, je suis donc né en France, mais vécu la majeure partie de ma vie au Bénin. Donc j'ai grandi au Bénin, je suis né dans une famille avec 2 grandes sœurs. Donc les 2 grandes sœurs, je suis le Benjamin, 2 parents, mais je te dirais que c'est très large. Moi, quand je suis né, j'avais mes 2 grandes sœurs, mes 2 parents, mais j'avais plein de cousines, de cousins, de tontons, de tantis qui étaient toujours là. Donc c'est un peu cette sorte de famille que moi j'ai connue en fait, la famille vraiment élargie. Je n'ai pas réellement connu la famille, on va dire nucléaire, papa, maman et les enfants. Il y avait toujours quelqu'un qui était around d'une manière ou d'une autre. Et voilà, c'est le contexte dans lequel j'ai grandi, un contexte aussi avec beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Voilà, 2 grandes sœurs, des cousines et tout. Matriarche. Ouais, voilà. Je pense que pendant très longtemps, la seule figure masculine réelle, c'était mon père. Voilà. Donc j'ai toujours été entouré de femmes. Et ma mère a pendant très longtemps été mon modèle, ma meilleure amie et tout. Je voulais ressembler plus à ma mère, mon père pour certaines raisons, mais je voulais surtout ressembler à ma mère. As-tu grandi, t'as bougé à Montréal à quel âge? T'es arrivé à Montréal à quel âge? À 15 ans, à l'âge de 15 ans. À 15 ans. 15-16 ans, ouais, je suis arrivé. Donc fin du secondaire, ouais. Super. Du secondaire. Merci. De rien. Thierry? Oui, donc pour moi, c'est première génération d'Haïtiens, d'Haïtiens nés au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a le bagage haïtien qui m'enveloppe, qui m'a nourri, qui a fait que j'ai grandi, la manière que j'ai grandi. Les 2 piliers, je dirais que ça a été ma mère et ma grand-mère. Donc, on se rejoint un peu dans le matriarcat et donc, qu'est-ce qui a été propre à mon évolution. Donc, c'est sûr que ça a teinté aussi mon humanité, aussi, ma manière d'avoir de l'empathie pour les gens. Mais également, j'ai eu ma famille étendue, donc les cousins et les cousines, les oncles, les tantes. Étant un fils unique, ça a été pour moi comme vraiment des moments où je pouvais avoir d'autres personnes avec qui jouer, d'autres personnes avec qui échanger. Mais en somme, je dirais que la famille, pour moi, c'est plus étendu que le cocon familial qu'on connaît, la mère, le père, les enfants. Super, merci. Okay. Ben moi, je te rejoins. Moi aussi, je suis fille unique. Donc, je suis née et grandie en Haïti, entre 2 villes, entre la ville d'Écailles et Port-au-Prince. Ma famille maternelle venait de la ville d'Écailles. Et là, une bonne partie, j'ai aussi grandi avec ma grand-mère. Okay. Donc, beaucoup de cousins. J'ai jamais été seule comme enfant unique. J'ai eu mes cousins, en fait, jusqu'à présent, on s'appelle plus des cousins frères, des cousines sœurs, parce que c'est une famille très grande. Puis les tantes et les oncles ont aussi joué un rôle spécial, qui est la tante favorite, qui protège lorsqu'on sait qu'on est dans le trouble. On sait vers qui aller pour protéger. Donc j'ai vécu très entourée, une famille très choyée, une famille très ensemble quand même. C'est ça. Donc, mais après, j'ai aussi, je tiens à préciser aussi, quand tu parles de la famille élargie,
de mon côté, de ma famille, il y a aussi les amis sur plusieurs générations. Okay? Ma meilleure amie, nos grands-parents étaient amis, nos parents étaient amis, puis là, dès le berceau, elle a été ma meilleure amie. Donc, enfant unique, mais avec beaucoup de sœurs et de frères quand même. Super. Et je pense que c'est important aussi, effectivement, ce que j'entends de toutes vos expériences, et notamment la mienne également, et celle de mon fils, c'est l'importance dans nos cultures d'élargir le mot famille hors du cercle nucléaire de la famille, qui est typiquement le cercle ou l'environnement dans lequel on est encouragé ou doit vivre lorsqu'on arrive dans le Nord, in the Western world. Et donc, que veut dire, Michael, tu nous as dit un petit peu ce que le mot famille veut dire pour toi, mais Doro et Jerry, est-ce que vous avez une autre définition du mot famille que vous aimeriez ajouter à ça? Ben, c'est sûr qu'avec les expériences à l'adolescence, au début de la vie adulte, notamment moi, je pense à tout l'écosystème que j'ai créé autour de moi ici, c'est sûr qu'aujourd'hui, la famille, elle prend un sens beaucoup plus élargi. Tu parlais de ton fils tout à l'heure. Moi, ma fille, elle a, oui, ses tontons, ses tatis qui sont directs, mais elle a tous les amis de son père, tous les amis de sa mère qui font aussi partie de sa famille. Et moi, aujourd'hui, je suis fier d'appeler famille des gens avec qui je n'ai aucun lien de sang. On ne vient même pas parfois du même pays, mais ce sont des gens avec qui on a créé un collectif, quelque chose. Donc, c'est sûr que je pense que, dépendamment de l'âge que tu as, au stade où tu es dans ta vie, le mot famille peut prendre un sens complètement différent. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment le cocon dans lequel tu es, c'est là que tu prends tes premiers repères et tout. Et puis très vite après, à l'adolescence, peut-être, pour moi, par exemple, j'ai dû quitter mes parents, j'ai rejoint mes sœurs. Donc finalement, la famille, c'était moi et mes sœurs. Mes sœurs étaient mes mamans, finalement. Tu vois? Et j'ajouterais même à ça que il y a beaucoup d'enfants d'immigrants qui viennent travailler ici, donc des expats ou des... Et lorsqu'ils arrivent ici, ils n'ont personne. Donc, Doro, je pense que nous, dans notre groupe d'amis, on a eu énormément d'amis qui sont venus de pays d'Afrique, qui n'avaient personne, et on s'est créé, à un certain âge, une famille entre nous, vraiment. La famille de choix. La famille de choix, exactement. La famille de choix. C'est exactement là que j'allais emmener la conversation. Donc, il y a la famille de sang, et plus qu'on vieillit, il y a la famille de choix. Ceux qui ont vraiment un sens pour nous, ceux qui sont là au jour le jour dans nos activités et qui deviennent, par le même fait, des aïeux un peu pour nos enfants. Parce que, par exemple, moi, mon fils, comme tu mentionnais, pour ta fille, il y a plein de tontons. Il ne comprend pas pourquoi il les appelle tontons. Il demande parfois. Mais pour lui, c'est naturel. Il n'y a même plus de questionnement autour de ça. C'est vraiment son tonton qui est libanais, moitié libanais, moitié roumain, qui est son parrain, en fait. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de... Just it. Puis, c'est sûr que dans le cocon, qu'on grandit à l'enfance, c'est une période cruciale et là, c'est plus limité. Mais plus qu'on évolue dans la vie, je trouve que c'est la famille de choix qui prend plus la place. Tout à fait. Mais il ne faut pas négliger la famille de sang. Super, merci beaucoup. Juste rajouter quelque chose qui est paradoxal, mais pour moi, si je parle d'expérience, c'est que donc au début, tu commences avec la famille, celle que tu n'as pas choisie, celle qui t'est assignée dès ta naissance. Après, tu as la famille de choix. Mais je dirais que plus on vieillit, plus ça a tendance à revenir à finalement se rejoindre. Des fois, tu es obligé de revenir justement à la source, de revenir vers ta famille initiale, de voir qu'est-ce que tu as manqué et tout. Ou savoir... C'est très intéressant. Boucler la boucle. Et pour moi, je pense que j'ai des moments dans ma vie où j'ai besoin de ma famille de sang, d'autres où ma famille de sang ne me comprend pas nécessairement, so I'll choose my chosen family. Donc, savoir quand aller chercher ou avoir accès aux deux est également important. Alors, en se lançant maintenant dans le cercle de la vie, en commençant par l'enfance, bien évidemment,
Je pense qu'une une expérience d'enfance dont beaucoup de Noirs, ou de membres de la communauté noire reconnaissent, c'est peut-être cette tendance à grandir trop vite et de peut-être rater un petit peu son enfance, ou ne pas se laisser basque into childhood a little bit. Et donc, Michael, ma première question pour toi, vu ton background, pourrais-tu nous parler un petit peu plus de l'enfance et du besoin, ou de certains besoins de bien-être qu'un enfant a besoin à un jeune âge, dès un jeune âge? Un des plus grands besoins de l'enfant, bien sûr, outre qu'on prenne soin de lui, qu'on l'alimente, qu'il dorme, qu'il soit sécurisé, c'est le jeu. Et je me rends compte que beaucoup de parents ou de grandes sœurs, lorsqu'ils parlent, ils disent, mais cet enfant aime trop jouer, on se plaint, les parents se plaignent. Ils pensent qu'à jouer, puis on va te punir, puis tu ne pourras pas jouer. Okay? Donc, on ne comprend pas et on ne connaît pas suffisamment la fonction du jeu, okay? Que c'est un des facteurs de développement du cerveau de l'enfant. Okay? Lorsqu'on joue, lorsque l'enfant joue, il apprend des habiletés sociales. Il apprend aussi, il développe sa mémoire, son imagination, sa créativité. Et il y a comme des hormones de plaisir quand même qui se dégagent et qui vont contribuer au développement du cerveau. Donc, c'est extrêmement important parce que l'enfant apprend aussi à développer des relations. Okay? Puis, c'est plus... pour l'enfant, c'est plus facile d'apprendre en jouant. C'est pourquoi que quand l'enfant est en garderie ou en maternelle, beaucoup de l'apprentissage passe par le jeu. Je ris parce que, je suis coupable. Et je me demande, en fait, est-ce que les enfants qui n'ont pas nécessairement n'ont pas été encouragés à jouer autant, est-ce qu'il y a un lien entre leur développement émotionnel ou leur capacité intellectuelle à former des relations? Oui, ça va jouer parce que on est à risque. Je ne dis pas que ça arrive pour tout le monde, mais on a un risque d'avoir un enfant plus anxieux, plus rigide, un petit peu plus stressé, okay? Parce que le jeu, c'est une forme de libération d'énergie aussi. Okay? Il libère son énergie, il ne se sent pas bien, il joue, il crée son propre jeu. Et puis, ce n'est pas nécessairement pour jouer, on n'a pas besoin de grand-chose. L'enfant n'a pas besoin de grand-chose. Okay? Écoutez, moi, j'ai déjà vu des enfants, sapins remplis, cadeaux de Noël, de beaux jeux. Et ils jouent avec le bâton. Ils retirent les jeux. Ah, on est content, c'est le jeu qu'on voulait. Puis subitement, on les voit avec une grosse boîte. Ils mettent un plus petit, poussent la boîte, rient, s'amusent. Donc, c'est facile, en fin de compte, pour un enfant de jouer. Là, moi, ce que je veux souligner, c'est que dans ma communauté, d'où je viens, quand moi, je grandissais, les parents ne jouaient pas beaucoup avec les enfants. Les enfants jouaient entre eux. Je pense que ça change maintenant. Absolument. Les enfants jouaient entre eux et n'ont pas eu ce privilège contact parents-enfants. Qui est également important. Qui est également importante et qui va être un début de communication productive entre les parents, les enfants et les autres membres de la famille. Super. Merci beaucoup. Je peux juste rajouter par rapport à ça, il y a beaucoup de... C'est ça qu'il y a un bagage générationnel par rapport à ce que tu viens de mentionner. Ça vient de l'éducation de nos parents aussi, qui n'avaient pas comme... Il n'y avait pas ces réflexes. Il n'y avait pas ces réflexes. Et je trouve que ça évolue beaucoup. Moi, ma génération, si je regarde mes amis, je regarde ma famille qui ont des enfants, oui, bien souvent, sûr. on va nous voir à quatre pattes en train de jouer avec les enfants. C'est rendu quelque chose de naturel pour nous. Donc, c'est signe que les temps changent, les mentalités évoluent. Il y a encore du chemin à faire, mais je trouve que, on parlait tantôt un peu des conséquences de ne pas laisser jouer des enfants et tout ça. Qu'on pense à
à l'anxiété, par exemple, tu sais, c'est quelque chose qui libère beaucoup, cette anxiété-là, de pouvoir jouer, de pouvoir... Tu sais, et puis, ça fait des adultes aussi plus tard ou des adolescents qui sont moins enclins à développer des troubles par rapport à ça. Tout à fait. Tout à fait. Tout à l'heure, Michael, tu parlais de créativité, justement. C'est important aussi de savoir que le jeu n'a pas forcément besoin d'être mis dans un cadre. Le jeu, ce n'est pas forcément un jouet ou quoi que ce soit. L'enfant peut jouer en fait avec n'importe quoi. Yeah, it's whatever they're having fun with. Exactement. Donc, en fait, c'est juste laisser l'enfant s'exprimer et puis jouer avec lui. Moi, ma fille, des fois, elle s'amuse avec des casseroles, avec des mouchoirs ou quoi que ce soit. Donc, tout à fait. Il faut se dire, il ne faut pas forcément un jouet, quelque chose de concret ou quoi que ce soit. Des fois, c'est une chanson, c'est une odeur ou quoi que ce soit, mais l'enfant s'en amuse et puis ça se transforme tout de suite en jeu. Donc, c'est important de laisser justement... de garder ça vraiment très naturel. Oui. Ce qui me passe par la tête en ce moment, c'est, je pense en fait, et peut-être que je pense à ça parce que c'est mon cas des fois, en tant que mère monoparentale, je n'ai pas nécessairement toujours le temps de jouer. J'ai des clients, j'ai un travail, j'ai une équipe, j'ai un enfant, donc je m'assure qu'il joue un petit peu moins sur la tablette, which is a whole other conversation. Mais pour les parents qui sont seuls et qui ont plusieurs, je n'imagine même pas pour les parents qui ont plus qu'un seul enfant à gérer, j'imagine que ça doit être particulièrement difficile de trouver le temps, mais je pense qu'en contextualisant un petit peu que le jeu n'est pas nécessairement s'asseoir, jouer à des Barbies, but it could be anything that lightens up the mood and the play and the atmosphere in the house. Exactly. Bien sûr. Ça peut se faire dans la voiture. Ça peut se faire dans la voiture. On va compter combien de voitures rouges qui passent. Combien de voitures... Ça peut se faire dans la voiture. Super. En fin de compte, c'est la qualité, c'est pas la quantité. C'est pas la peine de passer 2 heures de temps à jouer avec l'enfant. C'est après 15 minutes, on s'irrite et on s'énerve. Et puis que lui aussi, qu'on veut diriger son jeu, qu'il ne veut plus de nous. Donc... Et ça, c'est souvent... Donc, si on passe 15 minutes, il va se rappeler de ces 15 minutes-là parce que c'était quelque chose de qualité. Exactement. Très bon point. Oui, vas-y. Souvent, c'est pas nécessairement... souvent, on va penser que nous, on va dire que nous, on aime le jeu. On est vraiment dans le jeu, là. Mais l'enfant, lui, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a plus de plaisir. Il a passé à autre chose. Des fois, il faut se conscientiser à ça aussi. On va vouloir choisir le jeu. Ah non, mais pourquoi tu ne veux pas jouer à ça? Ouais, c'est ça. Cool. Joue à ça, j'ai dit. En ce moment, c'est notre anxiété qu'on veut libérer. Doro, tu as touché un point important tout à l'heure en parlant du jeu comme étant aussi sur la créativité. Et j'aimerais toucher un petit peu sur ce besoin de laisser les enfants s'exprimer artistiquement, créativement, émotionnellement, et comment ne pas le faire limite aussi le bien-être dans la famille. C'est sûr que c'est vraiment super important déjà pour permettre à l'enfant en fait de se forger sa propre identité, de se forger en fait sa propre personnalité, parce que je pense que c'est justement en lui laissant un peu cette liberté, c'est peut-être cette autonomie, pouvoir faire des choix. On peut lui présenter des options, ça lui permet d'avoir un libre arbitre et de décider en fait vers quoi il veut aller, tu vois. Il peut prendre des crayons et puis justement développer du dessin ou quoi que ce soit, ou tout simplement peut-être qu'il va être attiré plutôt par des livres, au début par les images, puis après, j'ai un de mes neveux par exemple, il est très attiré par les lettres, les chiffres. Donc lui, très tôt, son jeu à lui, c'était de reconnaître sur le téléphone de sa maman, c'était de reconnaître les visages, d'associer les chiffres. Donc il était capable de voir un numéro complet et puis de dire, ben, ça c'est tata tant, ou ça c'est tonton, sans pouvoir lire. Donc lui, ça c'était son jeu. Tu vois, on a souvent tendance à penser qu'on sait pour les enfants, en fait. Ou à comparer comment un enfant joue comparé à l'autre. C'est ça. Et imposer cette notion-là sur nos propres enfants. Exactement. Et moi, j'ai d'abord eu des neveux, des nièces, avant d'avoir une petite fille.
Puis tu sais, à chaque fois que je regardais, je voyais l'évolution. Ouais. Je disais, OK, cool, ça, je vais corriger ça ou quoi que ce soit. Ouais. Mais tu te rends compte, en fait, que finalement, les enfants sont tellement Tellement différents. Ma fille, elle est différents. arrivée, il y a des choses, elle n'est pas du tout intéressée. Moi, tu sais, je me suis dit, ah, cool, elle va super bien dessiner et tout. Elle va aimer les livres comme son papa. Rien. Niet. Niet. Elle est dans autre chose, tu vois. Ouais. Super. Dernière question en phase d'enfance que j'aimerais vous poser, and I'm taking you guys way back here, but qu'auriez-vous aimé que vos parents comprennent sur vous d'un jeune âge beaucoup plus tôt? Aurez-vous aimé que Que vos parents comprennent sur vous. Donc, en tant que jeune fille, est-ce qu'il y a quelque chose que Michael aurait aimé que ses parents comprennent sur elle? Par exemple, est-ce que tu étais artistique? Est-ce que tu étais sportive? Artistique, sportive, non, pas plus sportive que ça. Artistique, je dis toujours, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas artiste, puisque j'ai plein de cousins et cousines qui ont cet talent-là. Mais non, je pense que j'étais autonome et indépendante. Okay. J'étais autonome et indépendante et parfois ça passait quand même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas avec nous? Ou bien non, on voudrait que tu fasses ça ou ça. Quand j'ai voulu choisir, je pense, mon métier, ça a été comme, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi... Donc, c'est... Ouais, donc prendre en compte ton sens d'autonomie un petit peu plus. Oui, oui. Super, merci. Jerry? Ben, je pense qu'on a quand même un peu ce bagage-là, un peu tous, que nos parents avaient toujours des attentes pour nous. Et des attentes qui n'étaient pas nécessairement notre unicité, notre personnalité. Donc, s'il y avait quelque chose qu'ils auraient pu changer, ce serait peut-être en lien avec ça. C'est de comprendre l'unicité de chaque personne, de mon unicité, m'encourager dans les affaires que j'aimais bien, pas m'imposer des choses que eux autres voulaient pour moi, mais bien peut-être chercher à trouver des choses que moi j'aimais. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a le bagage générationnel qui est en lien avec ça. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. Mais si on avait à retourner et dire, OK, mais s'il y avait quelque chose à faire différemment, ça aurait été ça pour moi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose dont tu essaies, en tout cas, d'être plus conscient avec ta relation avec ton propre fils? Absolument. Absolument. Tu sais, c'est super important pour moi. Puis, tu sais, veux pas, on a été élevés par nos parents. On a ce bagage-là en nous. Fait que le réflexe naturel, c'est d'aller vers ça. De le répéter. De répéter ça. Ouais. Et moi, consciemment, il y a des fois, je m'arrête et je me dis, oh, OK. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut, lui? Et c'est ce qui me permet de pouvoir évoluer dans une meilleure direction, d'après moi. Donc, oui, ça... Super. Ouais. Merci. Est-ce que j'aurais changé quelque chose? J'ai quand même été chanceux, je trouve. Parce que dès un âge très jeune, j'étais vraiment passionné de dessin. Jusqu'à aujourd'hui, mon père, il me répète, tu dessinais super bien, tu faisais des portraits, des trucs comme ça. Et on m'a toujours laissé dessiner. Un jour, à Noël, j'ai eu un livre. J'ai complètement laissé le dessin et je suis devenu un littéraire. Un littéraire, exactement. Et en fait, j'ai toujours eu la chance qu'à chaque fois que j'étais passionné de quelque chose ou quelque chose m'attirait, en fait, mes parents me laissaient explorer, tu vois. Donc, sur ce point-là, je pense que je leur dis merci. Si j'aurais changé quelque chose, si je devais changer quelque chose, en fait, c'était peut-être leur demander de mieux cerner, en fait. C'est-à-dire que oui, ils m'ont laissé être artiste, ils m'ont laissé être littéraire, mais au-delà, en fait, de ce que j'aimais, au-delà de mes passions, en fait, j'aurais aimé que ils tiennent peut-être un peu plus compte de comment j'étais en société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les gens me disent « I'm a people person ». J'ai beaucoup de gens autour de moi ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même mis du temps à vraiment exploiter ce côté-là de moi. Donc, j'aurais aimé, en fait, que
c'est plutôt on comprenne, on décèle qu'en fait, lui, il faut qu'il fasse des projets, il faut qu'il fasse des choses avec les gens. Et contrairement à moi, mes grandes sœurs n'ont pas vraiment eu cette chance-là, en fait. Et moi j'ai vu ça, en fait. Est-ce que c'était une différence basée sur de sexe? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que les parents, en tout cas pour ce que je sais, les parents, au fur et à mesure qu'ils évoluent, leur relation, la manière dont ils éduquent leurs enfants est peut-être différente. Les aînés, tu éduques ton aîné d'une certaine manière, tu éduques les cadets d'une certaine manière, et puis les benjamins, souvent, on dit c'est les bébés et tout. Alors, donc, moi, non seulement j'étais le bébé et le benjamin, mais en plus, j'étais le seul garçon. Bon, je veux dire, The higher to the throne. Tu comprends? Non, mais c'est vrai. Ma sœur aînée, c'était un espoir du basketball. Donc, l'année où elle avait la chance de voir une carrière de basket se former, donc aller jouer la Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale de son pays, mon père a dit « Ah, tu vas au Canada. Les études, tu comprends? Ça, j'ai vu ça, je l'ai vécu. J'ai vécu sa souffrance en live. Ouais. Souffrance, parce que bon, it's not a big deal. Ton père te dit, va étudier, c'est normal, tu comprends ce que je veux dire? Mais elle, c'est une souffrance, c'est quelque chose qu'elle a gardé longtemps, tu vois. La deuxième, celle qui venait après elle, sa passion, elle voulait être biochimiste, elle voulait travailler dans des laboratoires, des trucs comme ça. Mon père a dit, ah non, l'économie, la finance ou quoi que ce soit. Et donc, bon, elle s'est retrouvée aujourd'hui, elle fait de la ressource humaine, tu comprends? Mais la première est toujours passionnée de basket, toujours devant des matchs de basket, des matchs de NBA. Et l'autre, elle fait que regarder CSI, des séries comme ça, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment resté. Et moi, on m'a toujours laissé faire ce que je voulais, en fait, tu vois. C'est intéressant, ça. Ouais, finalement, je me dis, je pense qu'il y a un côté de génération, mais à côté aussi peut-être le sexe, effectivement. Peut-être que les filles avaient l'impression qu'il fallait plus les guider, et puis le garçon, lui, écoute, il fait ce qu'il veut, puis il va finalement plutôt s'en sortir. J'aurais peut-être aimé que ce soit un peu le contraire, ou que ce soit un peu équilibré. Ouais. Je pense que pour moi, et ça va mener à la prochaine question, c'était... Ma mère était très religieuse. Et pour elle, Dieu était à la messe. Il n'existait nulle autre part qu'à l'oratoire Saint-Joseph à midi le dimanche. Je ne pouvais pas y lui accéder if you didn't go at that time, at that place. And so, alors que j'ai toujours été spirituelle, tu vois, naturellement, déjà jeune âge, j'avais une connexion directe avec Dieu et l'esprit et l'univers, mais ma mère voulait absolument que ça soit pratiqué dans la religion catholique, à l'église, et ça a limité un petit peu ma connexion pendant un certain temps, jusqu'à ce que je la retrouve moi-même, mais j'aurais apprécié qu'elle me laisse explorer un petit peu what that meant to me. Ce qui me mène à la prochaine question, autour des tabous qui nous limitent à l'enfance, mais qui traînent un petit peu vers l'adolescence aussi, que ce soit des tabous religieux, que ce soit des tabous sexuels. Selon vous, quels sont les tabous qui nous limitent dans la communauté et ne nous permettent pas de fully kind of explore who we are and our full potential? Je peux commencer. En fait, il y en a quelques-uns, mais s'il y en a quelques-uns qui sont, d'après moi, plus principaux que d'autres, par rapport à la religion, c'est sûr que c'est pour des Haïtiens, ça a un impact ou ça a comme une présence qui est prépondérante là, tout au long de l'enfance. C'est sûr, si tes parents ils étaient religieux. Donc, là où le bas blesse pour moi, c'est vraiment dans le sens où il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de... à certains moments ou à dans certaines conversations, dans certaines circonstances, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. C'est ce qui fait en sorte que certaines personnes vont peut-être se sentir mis à l'écart s'ils ont, par exemple, s'ils n'ont pas la foi, s'ils ne sentent pas que pour eux, c'est la foi qu'ils ressentent ou
la spiritualité qu'ils ont n'est pas la foi de leurs parents, mais c'est là qu'on se sent mis à l'écart, c'est là qu'on se sent... on veut pas nécessairement être le mouton noir, mais par la force des choses, ça devient ça. Puis d'après moi, c'est ça, c'est là que le tabou entre en ligne de compte, c'est si on a à se sentir comme ça. Donc, s'il y a quelque chose à peut-être changer ou évoluer, ce serait cet aspect-là. Tu sais, moi, je ne veux même pas penser aux gens de ma communauté qui ont grandi en sachant qu'ils étaient homosexuels. Tu sais. Si on pense à ça, ça donne mal au cœur. Là, tu sais. Fait que c'est dans ce sens-là que je pense que c'est des choses qu'il faut évacuer, il faut apprendre à vivre avec ça, il faut apprendre à en parler, il faut apprendre à... Accepter. Oui, exactement. Ouais, pour moi, c'est ça. Merci. Mais, je vais poursuivre. Effectivement, il y a beaucoup de tabous sexuels. Même lorsqu'on n'est pas homosexuel, ce n'est pas une conversation qui est comme ouverte beaucoup avec les parents dans notre communauté. Ouais. Okay? Donc, mais moi, là où ça devient plus compliqué, c'est lorsque ce tabou devient des secrets. Okay? Des secrets de famille, des secrets et qui vont justement, on va en parler peut-être, qui vont amener des traumatismes. Okay? Donc, comme on ne parle pas de sexe, comme on ne parle pas du développement, qu'on ne parle pas de certaines choses, eh bien, il y a des abus sexuels dont on ne parle pas non plus. Exactement. Ouais. Donc, c'est là que je trouve que ça peut être difficile lorsque les tabous deviennent justement des silences, puis les silences se développent en secret de famille. Qui mènent à des traumatismes. Qui mènent à des traumatismes. Puis ça peut être dans différentes sphères, pas juste au point de vue sexuel. C'est comme un cycle vicieux. Ouais. Taureau? Elle parle justement de tabous sexuels et autres. Je dirais que en grandissant ici, notamment ici à Montréal, j'étais tellement surpris du nombre de personnes qui avaient vécu ou eu dans leur enfance ou dans l'adolescence des abus. Et en fait, on serait surpris de savoir que, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, je ne suis pas expert dans ça et tout, mais un fort nombre important de ces abus venait en fait du cercle familial, en fait, du cercle proche. Et tu ne peux pas en parler, tu n'as pas le droit d'en parler. Et des fois, en fait, tu ne comprends même pas ce que tu subis. En fait, il faut arriver à l'âge adulte, avoir certaines conversations, voir peut-être d'autres personnes en parler. Et se dire, OK, en fait, ce que je vivais ou des fois ce que je faisais aussi, il y a ça aussi, ce que je faisais n'était pas normal. Ce que je faisais à ma cousine ou ce que je faisais à ma petite sœur ou à l'amie de ma sœur, c'était pas normal pour les hommes. Et vice-versa, ou ce que je voyais mon cousin faire ou mon oncle faire, c'était pas quelque chose de bien. Et effectivement, comme on n'a pas vraiment cette discussion-là, c'est effectivement tabou, ben, finalement, pourtant ce sont des choses qui arrivent. Que l'enfant, à un moment ou à un autre, il est confronté à la sexualité d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, est-ce qu'il faut le laisser découvrir tout seul? Ou est-ce qu'il faut le préparer? Parce que souvent, on a tendance à se dire, OK, ouais, mais si je prépare mon enfant, en fait, je commence à lui mettre des idées. Tu sais, à certains parents, c'est ça aussi le problème. Pourquoi je parlerais de sexe à ma fille? S'il n'y pense pas. S'il n'y pense pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ma fille a 10 ans, elle a 11 ans. Pourquoi je lui parlerais de sexe? Pourquoi je lui parlerais du corps féminin ou de ce à quoi elle doit faire attention et tout? Si elle n'y pense pas finalement, est-ce que je ne suis pas en train de mettre le diable en elle, de planter la graine du vice, tu comprends? Mais souvent, par rapport à ça, souvent on ne le sait même pas. Parce qu'à l'école, mon garçon est en 5e année, 6e année... Ça commence. Eh bien oui, c'est ça. Même 5e année, c'est déjà... On ne réalise même pas à quel point... Ils ne vont pas en parler. Là. Ils ne vont pas nécessairement en parler si toi, tu n'as pas l'ouverture. Exact. Absolument. Ouais, OK. Ils entendent à l'école, mais ils entendent à l'école, mais ils ne vont pas... Vu que tu n'en parles pas, toi, ils ne vont pas... Mais si toi, tu l'amènes, OK, là, tu peux contrôler un peu... Mais il y a aussi ce que tu amènes et comment tu l'amènes. Parce qu'à chaque âge, il y a une conversation différente. Oui, absolument. C'est vrai. Et c'est une conversation qui, en fait, doit revenir,
À chaque phase. À chaque phase, parce que la conversation de 10 ans, Mm-hmm. c'est pas celle de 14 ans. Ouais. Et donc, Et c'est important aussi d'avoir les bons mots, parce qu'encore une fois, ben, c'est ça, même si on est justement. adulte, on n'est pas forcément expert pour en Exactement. discuter. Donc, il faut faire attention à qu'est-ce que tu dis Ouais. et tout. Et je pense que Et de ne pas perpétuer aussi De pas certaines c'est- ignorances. exactement, c'est ça. Parce Ouais. que nous, tu n'as pas appris, peut-être que tu es devenu adulte et il y a certaines choses maintenant que tu sais, que tu penses savoir. Mais c'est important d'être sûr, même si tu prends la décision de parler à ton enfant, à ton neveu, à ta nièce, ou en tout cas quelqu'un de la génération d'après, c'est important que tu saches, ok, est-ce que ce que tu vas dire est vraiment légitime finalement. Ce n'est pas parce que tu es adulte que tu as forcément le bon truc à dire. Ouais. Jerry, tu as mentionné tout à l'heure qu'on n'est même pas au courant à quel point ça commence tôt. Et ça me fait penser au fait que les conversations que mon fils a avec son père sont complètement différentes qu'il a avec moi. Et c'est son père qui vient souvent me dire certaines choses. And I'm like, he told you that? And he's like, you have no idea. Parce que je présume qu'il ressent chez moi, let's be honest, peut-être une certaine... quoique c'est pas... I mean... I don't think so. Mais peut-être qu'il a une hésitance par rapport à ce qu'il est confortable à partager avec moi comparé à son père qui est, his best buddy. So I hear you on that. Et tu as aussi touché sur un point tout à l'heure, Jerry, sur ne pas se sentir à l'écart. Et j'aimerais toucher sur ça pour transitionner à l'adolescence et sur comment ce sentiment de se sentir à l'écart ou de ne pas se sentir vu à la maison, how that then translates to our interactions. Donc, je ne sais pas, Mickaël, si tu peux nous parler un petit peu plus de ça sur si on ne ressent pas ce sentiment d'appartenance à la maison, comment est-ce que les adolescents font pour le rechercher ailleurs? Ils vont le rechercher ailleurs. Même s'il y aurait un sentiment d'appartenance à la maison, l'adolescent a tendance à aller explorer ailleurs. A tendance à l'explorer ailleurs. Parce que c'est une époque, l'adolescence, c'est une époque de transition. Et comme dans toute transition de nos vies, adultes, jeunes adultes, cégep, université, il y a quand même, c'est du changement, donc on est plus vulnérable. Okay? Donc, l'adolescent, même si il est bien ancré à la maison, etc., il va vouloir aller explorer. Ses amis deviennent super importants. Okay? Il y a des choses qui sont... S'il est capable d'apprécier ce qu'il a à la maison, il commence à développer aussi une identité, une personnalité pour moins apprécier certains aspects de sa famille ou de ses parents. Ah oui, mais toi... je ne vais pas te dire parce que tu vas réagir de telle ou telle façon. Okay? Donc, va chercher des informations auprès des amis. Puis c'est là que c'est dangereux, justement, lorsqu'on ne peut pas avoir une conversation ouverte sur certains sujets comme la sexualité avec son enfant, parce qu'il va aller chercher des renseignements ailleurs. Donc, c'est aussi une époque où il a besoin d'être validé, il a besoin de prendre de la place, il a besoin qu'on lui donne de la place. Puis, parfois, nous, nos parents, on voit ça, on voit le jeune, l'enfant grandir, puis c'est stressant pour nous. Parce que, ben, écoute, tu es encore un bébé, non, tu ne peux pas faire ça. On veut se mettre, on veut forcer l'enfant à rester avec nous alors qu'il est en besoin d'exploration. Justement, l'Église, c'est là où souvent ils vont commencer à dire, je ne vois pas pourquoi, je dois aller à la messe tous les dimanches. Donc, quelle conversation on a à ce moment-là. Donc, l'enfant qui a d'autres facteurs de risque, qui va plus avoir tendance, par exemple, à aller chercher ce sentiment d'appartenance là où il ne faut pas. Okay? Donc, un enfant qui a des parents qui ne sont pas suffisamment à l'écoute, okay? Un enfant qui a des parents qui n'acceptent pas certaines choses chez lui. Il y a la pression aussi la pression économique. Moi, je veux un iPhone, je veux ci, je veux ça. Donc, la pression sociale, cet enfant-là est rendu au secondaire, puis il faut s'affirmer. Okay? Donc, tout ça peut faire qu'un enfant aille chercher ou aille essayer de faire
de se faire valider ailleurs, de développer. Et c'est là que certains groupes en délinquance, en gang de rue, etc., ou peut-être même des pédophiles, etc., ils vont pouvoir attirer ces jeunes-là parce que ils peuvent leur donner cette validation. C'est la validation. Tu fais partie d'un groupe, tu es, comme ils disent en créole, tu es mon bon partenaire. Donc, en fin de compte, il faut à ce moment-là, si l'enfant veut jouer au basket, s'il veut être dans un club d'écriture, il faut l'encourager à développer des sentiments, un sentiment d'appartenance et de validation positif. Autre qu'à la maison. Autre qu'à la maison. Oui, il faut accepter ça parce que je pense que je dirai toujours, ma seconde fille, à un moment, elle adorait aller au parc avec son père. Ça, c'était le travail de papa. Puis il avait la bicyclette, la trottinette, le ballon, tout chargé pour aller au parc. Okay? Puis un jour, elle a dit, je vais au parc. Il a dit, oh, je vais avec toi. Elle a dit non. Il était comme, mais pourquoi je veux aller jouer? Je veux aller jouer. Je veux aller jouer. Donc, c'était comme, non. Okay. Donc, il faut laisser, bien sûr, avec structure. Avec structure. Okay. On ne peut pas laisser l'enfant aller non plus de que, oh, vas-y, va explorer, tu es libre, le monde est beau. Non. On va jouer notre rôle de parents, on va avec encadrer des limites. Oui. Mais quand même, le laisser quand même aller vers d'autres choses positives. Merci. Merci. Ma prochaine question est pour Doro, en tant qu'enfant qui est arrivé ici, adolescent, en fait, à 13 ans. As-tu trouvé qu'il y avait certaines attentes de toi en tant qu'enfant d'immigrant? Tes parents t'envoyaient ici. On s'attend à ce que tu bosses, quoi. Fasses les choses. Tu fasses les choses. Ouais, non. Définitivement, ben ça, c'est naturel. Avant même que tu partes, on te dit, ouais, il faut travailler, faire attention et tout. Moi, j'ai eu la chance de venir ici avec donc, mes deux grandes sœurs qui étaient déjà ici. Chance, mais en même temps, en fait, moi, je pensais que je m'étais débarrassé de mes parents. Que j'allais pouvoir être... Tu vois, et c'est là qu'on voit... Quand on parle de perpétrer, là, des fois, on est pire. On est pire. Ouais. Moi, alors, ma grande sœur... Non, mais en fait, limite, je voulais retourner et tout, tu vois. Elle blaguait pas, tu sais, les attentes. Mais j'imagine qu'elle avait comme une pression, un poids en se disant que je suis l'aîné, il faut que je m'occupe de l'enfant des gens, tu comprends ce que je veux dire? Il faut qu'il aille bien à l'école, qu'il fasse tout ce qu'il a à faire. Elle, du coup, elle a pris le rôle du parent. C'est ça. Elle a pris le rôle du parent, mais elle a pris un autre niveau. Elle a pris le rôle des deux. Ouais, c'est ça. Elle a pris le rôle des deux, tu vois. J'ai l'impression que oui, quand tu es parent, finalement, bon, c'est ton enfant, tu te dis, OK, je vais gérer d'une manière ou d'une autre, mais quand tu as la responsabilité de l'enfant de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, je pense qu'elle a pris ça comme ça. C'est-à-dire que, OK, on m'a donné une responsabilité et c'est à moi vraiment de faire tout. Donc, c'est sûr que oui, en tant qu'enfant, en tant que personne qui est venue ici pour étudier ici, issu de l'immigration et tout, c'est sûr qu'il y a des attentes, tu vois. En général, quand tes parents t'envoient en Occident, dans notre cas, c'est vraiment pour étudier, pour te construire un avenir et tout. Donc, ça vient avec un système, tu vois. Ouais. Tu vas à l'université, tu as de bonnes notes, tu finis ton diplôme, tu cherches du travail, tu fais ça. Tu prends un autre diplôme, quand tu finis, tu prends un autre. Tu prends un autre diplôme, tu fais ton master, tu vas au doctorat, tu fais ça, et puis après, tout le monde est content. Donc oui, il y a cette pression, et c'est la raison pour laquelle finalement on nous a envoyés ici, tu vois. On ne m'a pas envoyé ici pour me découvrir. Non, mais c'est vrai. On m'a envoyé ici pour me découvrir ou pour devenir je ne sais pas qui. On m'a envoyé ici pour être artiste. Performer. Non, on m'a envoyé ici pour performer, faire quelque chose, avoir un diplôme et après perpétrer peut-être quelque chose d'une certaine manière. Tu vois? Donc oui, définitivement, il y a une pression, il y a des attentes, ça c'est évident. Et je pense que les parents en général... les parents noirs et tout, il n'y a pas de demi-mesure. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est là et tout. On t'envoie pour étudier, donc oui, définitivement, oui, il y a des attentes et tout. Je trouve que pour moi, j'ai grandi ici, donc on ne m'a pas nécessairement envoyé, mais il y a cette notion de... Mes parents sont venus ici pour nous offrir
des opportunités. Non seulement mon père nous le répète 50 fois par jour, hein, mais après, ça a développé en moi, et je pense en mes frères et sœurs également, cette pression de validation qui se continue à travers l'adolescence, mais l'âge adulte également. Je cherchais absolument à ce que mon père soit fier. Tant que mon père ne me disait pas qu'il était fier de moi, et il me l'a seulement dit officiellement l'année dernière, à 29 ans, donc on s'entend que c'est quand même c'est un vide ou c'est une pression qu'on porte avec nous, et un fardeau un petit peu qui est lourd des fois. Avant d'entrer dans l'âge adulte, j'aimerais avoir vos pensées ou vos réflexions sur l'importance d'avoir un mentor ou un guide qui vous accompagne dans vos explorations ou dans vos quêtes professionnelles. Est-ce que vous avez eu quelqu'un, que ce soit dans votre famille ou autre, qui vous a accompagné? Moi, je l'ai eu parce que je pense que j'ai quitté Haïti à 17 ou 18 ans pour aller faire des études à l'extérieur. Et j'ai eu un mentor, quelqu'un qui était là, qui était professeur à l'université. Ça a passé par lui parce que c'était un Haïtien. Bon, en fait, il est mort dimanche passé. Son âme. Merci. Mais c'est quelqu'un qui il accueillait tous les Haïtiens qui arrivaient. Okay? Puis, il a même été jusqu'à dire, écoutez, vous arrivez, vous avez 18 ans, vous avez 17 ans, c'est la belle vie, boisson, etc. Si vous n'avez pas encore boire, venez chez moi le vendredi soir. Vous allez boire chez moi. Vous allez boire. Donc, et c'est quelqu'un aussi qui prônait l'excellence. Il était aussi coach de football, donc il prônait beaucoup l'excellence. Donc, qui encourageait les gens à étudier, à être là. Donc, j'ai eu cette personne, la chance d'avoir cette personne au début de mon parcours universitaire, et qui, je pense que cette personne, en me poussant, etc., a pu faire que quand même j'arrive jusqu'aux études où je suis arrivée. Okay? Puis, j'ai quand même eu mes parents. Mon père était quelqu'un comme un mentor rempli de sagesse, très tendre comme personne. Et comme mentor, j'ai eu ma mère. Les femmes de ma famille ont été comme des professionnels. Ce qu'à un moment où les femmes n'étudiaient pas beaucoup, ou étaient en retrait, elles étaient déjà comme de l'avant. Donc, maman qui travaillait, quelque chose. Donc, j'ai eu ce privilège d'avoir mes parents et cette personne. Et puis au cours du parcours de vie, d'autres personnes qui à d'autres moments rentrent pour différentes raisons et qui deviennent des mentors. C'est ça. Pas forcément des mentors établis, qui ont mais décidé, qui nous inspirent, voilà, des gens qui nous inspirent. C'est des rencontres. Et c'est bien aussi de savoir que quand tu arrives à un certain âge, quand tu fais certaines choses, tu peux être aussi un mentor silencieux ou un modèle pour d'autres personnes. Donc vraiment, fais attention autour de toi et tout. Et des fois, c'est des gens du même âge. Moi, j'ai été inspiré par des gens qui étaient de ma génération, qui n'étaient pas forcément plus âgés, mais qui avaient une autre façon de voir les choses, ou qui avaient un vécu différent, qui avaient une éducation différente. Moi, je me suis forgé, en fait, qui je suis aussi, en prenant même des valeurs que je n'avais pas forcément dans ma famille. Et je me suis dit, oh, this is interesting. J'aime bien comment il est, comment il évolue, comment il grandit. Et c'est quelque chose que j'aimerais aussi perpétrer. C'est quelque chose que j'aimerais adopter. C'est absolument vrai. Puis, tu sais, c'est sûr que pour ma part, ça a commencé avec les mentors de ma famille, ma mère, ma grand-mère, mais également ma tante. J'ai une tante qui en fait, elle travaillait en éducation à l'enfance, puis elle avait cette sensibilité-là, puis elle pouvait me parler d'une certaine manière qui faisait en sorte que je comprenais les choses différemment, ou je la respectais d'une différente manière. Mais plus tard, à l'adolescence, moi, je pense que ça a commencé à l'enfance aussi, c'est la passion du sport m'a amené à avoir des mentors en tant que coach, en tant que préparateur physique, en tant que même coéquipier, des gens qui étaient dans mon équipe, mais plus vieux. On est tous les trois allés au collège Stanislas. Pas moi. Ah, pas toi? Non. On est tous les deux allés au collège Stanislas. Ton frère, par contre, qui est allé au collège Stanislas. Et
Et moi, j'ai encore des gens jusqu'à ce jour que j'ai dans ma vie qui me viennent de ces années-là, que je côtoie encore, à qui je parle encore. Donc, c'est vraiment important. Ça revient à ce qu'on disait tantôt par rapport à encourager les passions, à encourager que ce soit la créativité, que ce soit dans n'importe quelle sphère. Si l'enfant a une passion, il faut l'encourager parce qu'on ne sait jamais où ça va lui mener. Ça va lui donner des leçons de vie, de toute façon, qui vont le suivre toute sa vie. Donc, c'est important de préserver ça. Et moi, comme j'ai dit, les mentors que j'ai eus en tant que coach m'ont appris des choses sur moi-même que j'aurais jamais pu apprendre. Parce qu'ils me voyaient à l'œuvre dans une discipline. Et les petits conseils te font avancer et tu les vois. Et là, tu te dis, OK, il y a quelque chose là, il faut que je continue dans cette ville-là. Merci, super. Avant de passer à l'âge adulte, peut-être une dernière. Quoique non, je pense que mon temps roule, mon temps coule là. Donc, on va passer à l'âge adulte. Et l'importance maintenant qu'on est adulte, de prendre le temps de réfléchir sur les plaies émotionnelles et les traumas qui nous ont été transmis ou inflicted upon, and notions of like self-care and taking care of ourselves. And Doro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de peut-être certaines pratiques, ou si tu en as, but if you took the time to address those traumas and how? Écoute, encore une fois, ce n'est pas forcément des choses auxquelles on est habitué dans nos communautés, en tout cas moi, pour ma part, de vraiment prendre le recul et tout, de se demander en fait c'est quoi les traumatismes qu'on a vécu ou quoi que ce soit. Il y a quelques années, en 2014, il y a eu un moment de ma vie, mais un moment de cette année-là où j'étais seul, pratiquement. Donc j'étais seul, j'étais en France pendant 3 mois, où j'étais juste seul avec mon oncle, j'habitais chez un oncle. Et il n'était pas souvent là. Et ça a été vraiment une période vraiment d'introspection pour moi. Et pendant cette période, j'ai rencontré quelqu'un, une amie qui m'amenait toujours à me questionner en fait sur mes réflexions, sur qui j'étais. Et en fait, me montrait qu'il y avait toujours peut-être une corrélation entre la personne que j'étais, ce que je pensais, la personnalité que j'avais, avec des choses qui remontaient plus loin en fait. Et j'ai pris du recul, j'ai adopté ça sur moi. Après, je suis devenu vraiment un adepte du développement personnel. Dès que je voyais quelqu'un, je disais, ah, lui, il réfléchit comme ça, il agit comme ça. Il a dû avoir ce trauma. Tu vois, il a dû avoir ce trauma. Et en fait, l'exercice, en fait, je l'ai fait sur ma famille, en fait, immédiatement et tout. Et moi, ça m'a vraiment, je ne sais pas si je veux dire que ça m'a guéri émotionnellement, mais ça m'a permis vraiment de pardonner certaines choses, de me pardonner certaines choses, de pardonner certaines choses à des membres de ma famille aussi, parce que là, j'avais pris le recul nécessaire de comprendre en fait d'où ça venait. J'ai fait une analyse, j'ai pratiquement analysé mon père pendant une nuit. Ensuite, je suis passé à ma mère, tu vois. Après, je suis passé à mes sœurs. Et ça a pu, moi, ça m'a libéré, ça m'a permis en fait d'avoir des conversations, tu vois. C'est que l'année d'après, j'ai eu des conversations avec mon père que j'avais jamais eu. Il y avait des trucs, moi étant ici depuis longtemps, lui au Bénin, ça faisait pratiquement une dizaine d'années qu'on ne s'était pas vu et tout. Donc vraiment, nos discussions étaient très ah ça va, comment tu vas et tout, le travail, quoi que ce soit. Small talk. Et quand je suis allé, small talk comme tu dis, et quand je suis retourné au Bénin après, je me suis assis avec lui et puis je lui ai posé des questions vraiment précises et tout. Et je lui ai dit, ah mais tu sais, j'ai l'impression que tu te sens coupable par rapport à certaines choses, parce que ça. Et donc là, j'attends sa réponse et il me dit oui. Et j'étais comme, oh my God, I'm that good, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est tellement dommage qu'on n'ait jamais pu avoir cette conversation parce que c'est mon père, je suis son fils et tout ça. Mais il a fallu justement que je prenne conscience de certaines choses et que je l'amène justement à avoir ces discussions. Et là, il s'est libéré, il m'a parlé de certaines choses par rapport à sa relation avec sa femme, donc ma mère, avec ses filles aussi. Et ça m'a permis aussi d'aller recoller les morceaux, tu sais, d'aller voir mes sœurs et puis de dire... And to provide you with that healing and that closure. Exactement, tu vois. Donc d'aller dire à ma sœur, ben, tu sais, en fait, il est comme ça parce que...
tu vois, où elle est comme ça, et de prendre du recul aussi par rapport à l'unicité, en fait, de chacun dans la famille, parce qu'on voit souvent la famille comme tout, tu sais, on a été éduqué d'une certaine manière, religion ou pas, on a fait ci, ça, mais en fait, c'est que chaque personne est tellement différente, a tellement son vécu, et c'est important vraiment de respecter que chaque membre de la famille, justement, a son vécu, a son traumatisme. Et interprète souvent, we don't necessarily react the same way that how our parents raise us, right? I can take something and it can traumatize me, but to my brother, it's like... Exactement. C'est même si on a vécu sous le même toit, on a regardé les mêmes émissions, on est allé à la même église ou quoi que ce soit, ben le rapport qu'on a avec la vie, avec la société est complètement différent, et c'est vraiment important de valider ces choses-là, et puis de prendre le temps, de prendre du recul. Puis, je dis encore une fois, moi, je l'ai fait vraiment de manière... C'est souvent, on dit, les parents doivent faire ci, on doit transmettre. Mais nous aussi, en tant qu'enfant, en tant que deuxième génération et tout, c'est parfois aller chercher ces personnes-là et puis leur dire, écoute, tu sais quoi, on peut s'asseoir, on peut discuter sans jugement ou quoi que ce soit. C'est vraiment important. Moi, personnellement, ça a vraiment shifté. Ça a vraiment shifté quelque chose. Absolument. Tu vois? Il y a plein de réponses que je n'avais pas. Je ne me posais pas forcément les questions, mais après, je me suis dit, OK, cet exercice m'a vraiment permis de voir la vie autrement, et même en société autour de moi. Et de changer cette perspective. On passe de l'adolescence où on a peut-être ce côté rebelle envers nos parents, ou ce sentiment de rebelle et de frustration, et qui, des fois, bien évidemment, se découle dans l'âge adulte. On a ce ressentiment, mais by taking the time to, pause and introspect, and if you can, go to them for that healing, it really does allow you to shift. Et comme tu l'as dit, Jerry, plutôt, de pardonner et d'accepter que c'est intergénérationnel, et c'est la façon dont nos parents ont été éduqués. And, it allows you to really kind of forgive that and accept that. Avec plus ou moins de réussite. Franchement, ça s'est super bien passé avec mon père. Il m'a dit ce que je voulais entendre. Ma mère, elle m'a dit, de quoi tu parles? Tu comprends? Mais it's OK. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est important aussi de savoir que c'est un exercice qu'il faut faire, mais ça ne va pas forcément être reçu de la même manière, parce que justement, encore une fois, chacun a son histoire et tout. C'est après à nous d'être un peu créatifs et de savoir justement comment amener la conversation, comment shifter le positionnement de la conversation avec chaque membre de nos familles, en fait. Et Michael, pour les personnes qui ont besoin de peut-être un petit peu plus de support dans ce processus, parce que je pense que Doro, autant toi que moi, nos vies d'enfance n'étaient pas nécessairement traumatisantes, mais il y a certaines personnes qui vivent avec des vrais traumas qui ne peuvent pas nécessairement être adressés eux-mêmes, par eux-mêmes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'importance de la thérapie, ou de consulter quelqu'un s'il y a un bagage qu'on n'arrive pas nécessairement à adresser nous-mêmes? Oui. La première chose, c'est que, comme tu as dit, tout le monde n'a pas la capacité d'introspection, qui est de faire ce recul et d'adresser les choses. Certaines personnes arrivent en thérapie sans aucune introspection. C'est comme, OK, je suis là, je ne sais pas pourquoi, ça doit être parce que il ne faisait pas beau hier, puis je me suis fâchée, OK, j'ai de la colère, mais je ne sais pas pourquoi j'ai de la colère. Donc, c'est important d'aller consulter. Et puis, c'est important aussi de cliquer avec la bonne personne quand on va consulter. Moi, je dis toujours aux gens, vous magasinez quand vous voulez aller consulter un gynécologue, un médecin, faites-en de même quand vous voulez consulter en psychothérapie. Et parfois, ça prend une femme, parfois, ça prend un homme selon les besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter, parce qu'il y a des choses que peut-être on n'est pas capable de résoudre nous-mêmes, et que l'on a besoin de structures ou de guides ou de techniques cliniques pour aller. Ou parfois de médication. Ou de médication, exactement, parce que il y a des traumatismes qu'on peut régler en allant parler aux parents, etc., mais il y a des traumatismes qui vont encore plus loin que la génération des parents. Par exemple, on a fait des études qui ont montré que les enfants, les petits-enfants des gens qui avaient passé par l'Holocauste, ressentent encore? Oui, ils ressentaient encore des choses, il y avait des sentiments de dépression, d'anxiété, ils consultaient beaucoup. Puis, quand on a fait l'étude, on a vu que, tiens,
ce sont des enfants de survivants de l'Holocauste. Parce que même au point de vue génétique, on remarque que les études qui sont faites maintenant remarquent que il y a de gros traumatismes qui peuvent changer la génétique chez quelqu'un, que l'environnement, il y a un tas de choses qui peuvent changer le DNA, donc ça se transmet. Une femme enceinte qui a vécu, qui est en train de vivre des moments de stress et de traumatisme intenses, va le transmettre à son fœtus. Okay? Et là, j'en parlais récemment à des amis parce que là, je remarque, je dis, ben tiens, la mère avait vécu ça pendant qu'elle était enceinte, donc peut-être que ça a joué de qu'ils sont un peu anxieux, lui. Okay? Donc, c'est vraiment important. Donc, les séquelles, on remarque que, ben, on parle même des Noirs qui ont peur des chiens et qui parfois ont peur de l'eau. Ben, ils sont en train de faire des recherches. Est-ce que ça a à voir avec la manière qu'on était punis? Okay? Donc, c'est de grandes conversations, justement pour le mois de l'histoire des Noirs. Donc, comme je vais le redire, quand le traumatisme, que disons que la mère, violence extrême, abus sexuel, quand la personne qui a vécu ce traumatisme n'en parle pas et garde tout ça, qu'est-ce qui arrive? Bien, ça va se ressentir sur son enfant. Okay? Il y a des comportements, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec son amour pour l'enfant. Cette personne adore son enfant, qui n'ont rien à voir avec, en fait, le comportement de l'enfant, mais que c'est suite au traumatisme non résolu, non géré de la mère ou du père. Merci. Là, on est presque à bout, mais je vais poser peut-être à Géry une dernière question et lui laisser un petit peu le temps de développer un petit peu plus sur le stigma qui vient avec la santé mentale et le besoin de rechercher cette aide-là, mais la réticence qui vient avec, non seulement personnellement, mais de la famille et de la communauté. Donc, je suis comme la personne parfaite qui peut parler de ça. Juste pour donner un petit background, moi, mon père, il n'a pas été dans ma vie à cause du fait qu'il y avait des tabous qui ont comme un peu empêché la famille d'aller chercher de l'aide. Okay, donc, ça a fait en sorte qu'il n'a pas pu avoir cette aide-là. Maintenant, moi, 30 ans et plus tard, il y a 1 an, j'ai été diagnostiqué avec un trouble bipolaire. Si j'avais pas été sensibilisé par l'histoire de mon père, j'aurais pas été à même, ou j'aurais moins été à même d'aller moi-même faire cette quête-là, comprendre mes comportements, essayer de comprendre pourquoi je vivais certaines choses. Donc, je trouve qu'il faut vraiment briser tout ça. C'est parce que ça brise des vies. Moi, je l'ai vu avec mon père. Ça brise des familles, oui. Donc, faut arrêter tout ça. Faut encourager le fait de pouvoir aller chercher de l'aide, de pouvoir aller parler, aller comme trouver un thérapeute. Parce que c'est toutes ces actions-là qui vont faire en sorte qu'on va être plus en santé mentalement. Et nos enfants, quand c'est... Oui, vous allez apporter le bien-être. Parce qu'il y a certains troubles qui se lèguent génétiquement. Donc, si on n'est pas au courant de ça dans notre génétique, on ne peut pas être à l'affût de ça pour nos propres enfants. Il faut comprendre. Exactement. Donc, il y a un gros travail à faire là. Puis, de ne pas hésiter d'aller chercher. On est au Québec, on est à Montréal, on a le luxe d'avoir des organismes qui s'occupent de ça, d'avoir un hôpital Douglas qui est fabuleux pour les gens qui souffrent de troubles mentaux. Donc, il faut utiliser ces ressources-là qu'on a et pas se dire, ah non, c'est pour les Blancs, ou c'est pour d'autres cultures, c'est pas pour nous. Merci. Je pense qu'on est à bout. Et c'est une belle note sur laquelle fermer parce que ça va vraiment faciliter l'introduction au prochain panel par la suite. On a une intermission d'environ 30 à 45 minutes. Par la suite, il y aura un panel sur les traumas intergénérationnels
Donc, on vous invite à aller manger, take a break, and join back for that roundtable. Thank you so much to all of you for your time, for your stories, for your efforts, for your energy. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Ce fut une année incroyablement difficile. So please take care of yourselves and take care of your families.